Je suis Michael, 32 ans. Il y a 7 ans, une seule trahison financière, dévastatrice par mon propre sang, a changé ma vie pour toujours. Alors que j'étais assis à notre dîner de famille traditionnel, complètement épuisé par une semaine de travail de 80 heures, ma propre mère m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit « Tu es tellement incroyablement égoïste et amer ». Ils se sont moqués de ma carrière. Ils ont tourné en dérision mon dévouement devant 5 autres membres de la famille élargie. Ils m'ont traité comme un distributeur de billets cassés qui avait l'audace d'imprimer un reçu de fonds refusé. Mais il y a une chose qu'ils ne savaient pas. Ils ne savaient pas quand, me poussant à bout, ils avaient activé une avalanche légale et financière. Ils n'avaient aucune idée que je tenais leur existence financière entière, leur précieux immobilier et leur faux empire corporatif dans le creux de ma main. Et en ce moment, les personnes qui m'appelaient un bourreau de travail solitaire sont celles qui supplient à genoux de les sauver d'une inculpation fédérale. Avant de vous raconter exactement comment j'ai démantelé brique par brique la façade de ma famille toxique, appuyez sur le bouton j'aime si vous croyez que la justice servie froide est la meilleure. Et n'oubliez pas de me faire savoir d'où vous écoutez dans les commentaires ci-dessous. Je lis chacun d'eux. Maintenant, revenons au moment exact où l'illusion s'est brisée. L'écran de mon téléphone était glacé sous mon pouce. C'était un dimanche soir. J'étais assis sur le siège conducteur de ma voiture, garée dans l'allée de la maison immaculée de mes parents en banlieue. Le moteur était éteint. Le quartier était mortellement silencieux. Le genre de calme que l'on ne trouve que dans ces lotissements de la classe moyenne supérieure où l'association de propriétaires dicte la nuance exacte de beige que l'on peut peindre sa boîte aux lettres. À l'intérieur de cette maison, ma famille terminait un rôti, probablement encore en train de rire à mes dépens. J'ai ouvert mon application bancaire. J'ai navigué jusqu'à l'onglet des virements programmés. C'était le mécanisme caché qui maintenait l'esthétique belle et riche de ma famille. J'ai touché la première ligne, annuler le loyer de $3000 du loft de luxe de Nathan. La demande m'a demandé si j'étais sûr. J'ai confirmé. Suivant. Annuler le paiement. $2200 de la Porsche de Nathan. Confirmé. Suivant. Annuler l'allocation personnelle mensuelle de $1500 de Nathan. Confirmé. Total annulé, $5700 par mois. Chaque poste de dépense avait disparu. Effacé du grand livre. J'ai posé mon téléphone sur la console centrale, démarré mon moteur et suis retourné à Montpentouz en ville. Je me suis préparé un dîner de steak. J'ai dormi 8 heures ininterrompues. Je n'ai pas ressenti le moindre soupçon de culpabilité. Pour comprendre comment un fils et un frère aîné atteignent le point de détachement chirurgical absolu, il faut comprendre la dynamique qu'il a engendrée. J'ai grandi dans un foyer où l'amour était très conditionnel et strictement transactionnel. Mon père, Arthur, était un directeur d'assurance qui aimait projeter l'image d'un patriarche puissant et autoritaire. Il a adhéré à l'illusion du rêve américain entièrement à crédit. Ma mère, Eleanor, était très impliquée dans l'administration de l'Église. Pour la congrégation, nous étions la famille bénie, parfaite. À huis clos, j'étais le bœuf de Somme. J'étais le fils aîné, le cheval de trait fiable dont on attendait qu'il absorbe le stress, règle la logistique et finisse par payer la note. Mon jeune frère, Nathan, était l'enfant prodige. Nathan avait 26 ans, se cherchait constamment et était complètement déconnecté de la réalité du fonctionnement du monde. Il n'avait jamais gardé un emploi plus de 6 mois, mais il vivait comme s'il était là. Vedette de sa propre émission de télé-réalité. Moi, en revanche, j'étais le directeur de la restructuration financière dans un cabinet de capital investissement de premier plan à Atlanta. Mon travail consistait à analyser les actifs en difficulté,
à liquider les entreprises en faillite et à récupérer toute valeur restante. J'étais brillant avec les tableurs, stoïque. Dans la salle de conférence et très bien rémunéré. J'ai gagné un salaire énorme. Obtenu des bonus massifs et financé agressivement mon propre plan 401K aimé. Portefeuille d'investissement. Mais pour mes parents, ma seule vraie valeur était mon utilité financière pour mon frère. Le point de rupture inévitable est arrivé juste une heure avant que j'annule ses paiements. C'était notre dîner dominical traditionnel. La salle à manger sentait le porc haché étouffé et les choux verts frisés. J'étais assis tranquillement au bout de la longue table en acajou, buvant un verre d'eau pétillante. Mes parents étaient complètement épris de Nathan et de sa fiancée blanche, Chloé. Chloé avait 28 ans et était là. Définition même d'une escroc de la technologie privilégiée. Elle portait des vêtements minimalistes coûteux et parlait constamment de sa start-up. D'applications révolutionnaires. Une start-up qui avait généré exactement $0 de revenus en 3 ans. Elle adorait utiliser son privilège pour me condescendre. Chaque fois que des sujets commerciaux étaient abordés. Agissant comme si ma carrière très exigeante en capital investissement n'était qu'un joli petit travail de bureau comparé à son entrepreneuriat visionnaire. Le dîner tirait à sa fin lorsque Nathan frappa des mains. Un sourire arrogant massif se répandit sur son visage. La bague de fiançailles en diamant de Chloé, que je soupçonnais fortement d'avoir été achetée avec l'allocation que je lui fournissais, brillait sous le lustre. Chloé et moi avons la nouvelle la plus incroyable, annonça Nathan à la table. Nous avons enfin trouvé la maison de nos rêves. C'est une magnifique propriété de 1,2 million de dollars dans le quartier historique et nous sommes prêts à conclure. Ma mère halta, laissant tomber sa fourchette. Oh, Nathan, loué soit le Seigneur. C'est une immense bénédiction. Mon père hocha fièrement la tête, regardant Chloé comme si elle avait réellement accompli quelque chose de tangible. Je gardais mon visage parfaitement impassible. Je pris une lente gorgée de mon eau. Je savais que la start-up de Chloé perdait de l'argent. Je savais que Nathan dépendait entièrement de mes virements mensuels. Secret. Une hypothèque d'1 million de dollars pour 2 adultes sans emploi et sans revenu vérifiable était une impossibilité mathématique. J'attendis le piège, sachant exactement où les réticules pointaient. Chloé se pencha sur la table et glissa un épais dossier en papier craft directement devant mon assiette. Elle afficha un sourire exercé, profondément condescendant. Michael. Nous avons juste besoin d'une petite faveur de ta part, dit-elle, sa voix dégoulinant de douceur artificielle. Parce que ma start-up est actuellement en phase de croissance pré-revenu, la banque est incroyablement myope concernant notre ratio dette-revenu. Nous avons juste besoin que tu contresignes l'hypothèque de 30 ans pour nous aider à franchir la ligne d'arrivée. C'est juste une formalité. Je fixai le dossier posé sur le bois d'acajou. Il voulait que j'attache mon impeccable code de crédit, mon salaire durement gagné et tout mon avenir financier à une énorme responsabilité légale pour une maison où je ne mettrai jamais les pieds. Je n'ouvris pas le dossier. Je ne l'atteignis même pas. Je regardai directement dans les yeux de Chloé. Non. L'atmosphère joyeuse de la salle à manger mourut instantanément. Le silence devint épais et suffocant. Le sourire parfait et confiant de Nathan s'effondra. En une expression de pure, inaltérable trahison. Comment ça non, demanda Nathan, sa voix montant dans un gémissement défensif. Michael, c'est juste une signature. Tu gagnes une fortune absolue dans ton cabinet. Cela ne te coûtera pas un seul centime. Cela me coûtera ma sécurité financière lorsque vous ferez inévitablement défaut sur un prêt d'1 million de dollars, répondis-je calmement. Je gardai ma voix parfaitement stable, utilisant le même ton que celui que j'employais pour démanteler une chaîne de magasins en faillite. Vous n'avez pas d'emploi.
Vous n'avez pas de revenus. Je ne vous finance pas une propriété. Ma mère frappa la table de la main. Les assiettes en porcelaine claquèrent. Michael, comment oses-tu parler à ton frère de cette façon? Cria Eleanor, son visage se tordant de colère immédiate. Tu as tant de choses. Le Seigneur t'a béni abondamment, et tu ne peux même pas aider ton propre sang à construire un avenir. Tu es tellement incroyablement égoïste et amer. Chloé laissa échapper un soupir bruyant et théâtral et se pencha en arrière sur sa chaise. Elle passa une main dans ses cheveux et me regarda avec une condescendance pure et non filtrée. Écoute, Michael, commença-t-elle d'un ton qui me glaça le sang. Tu ne comprends manifestement pas comment fonctionne le capital de démarrage. Mon entreprise vaudra des dizaines de millions dans quelques années. Nous te demandons juste de combler le fossé jusqu'à ce que notre série de financement soit finalisée. Tu agis comme un bourreau de travail solitaire qui est jaloux parce que Nathan et moi sommes en train de construire une vie ensemble pendant que tu ne fais que regarder des tableurs. Je n'élevais pas la voix. Je ne me disputais pas. Des années dans le monde de l'entreprise m'avaient appris que celui qui perdait son sang-froid en premier perdait entièrement la négociation. Je me levai, lissai le devant de mon pantalon sur mesure et ramassai mes clés. Tu as raison, Chloé, dis-je tranquillement. Je ne comprends pas ton capital imaginaire, mais je comprends les mathématiques. Vous ne pouvez pas vous permettre cette maison, et je ne vous l'achèterai pas. Je leur tournai le dos et sortis par la porte d'entrée. C'est à ce moment précis que je suis monté dans ma voiture et que j'ai systématiquement annulé le prélèvement automatique mensuel de 5700 $. Quand je suis rentré à mon Penthouse, je me suis assis à mon îlot de cuisine, j'ai sorti l'application calculatrice de mon téléphone et j'ai fait le calcul. 5700 $ multiplié par 12. Mois multiplié par 7 ans, 478 800 $. Près d'un demi-million de dollars de mon argent durement gagné avait servi à financer la folie d'un frère qui me traitait d'égoïste et d'une future belle-sœur qui se moquait ouvertement de ma carrière. J'ai regardé le chiffre à l'écran. C'était le prix de ma servitude. Je ne ressentais plus de colère. Je ressentais un incroyable et écrasant sentiment de liberté. L'œuvre de bienfaisance était officiellement close. La beauté des paiements automatisés et que personne ne les remarque tant que la machine ne s'arrête pas de fonctionner. Les 14 premiers jours du mois se sont passés tranquillement. J'ai prospéré dans mon environnement professionnel très exigeant. Mon cerveau était programmé pour la logique, pour identifier les faiblesses structurelles dans les grandes organisations et exécuter des solutions impitoyables. J'ai appliqué cette même efficacité à ma vie personnelle. J'ai ignoré le barrage de messages passifs-agressifs de ma mère. J'ai ignoré les messages vocaux de mon père exigeant que je m'excuse d'avoir gâché le dîner du dimanche. Ils ignoraient complètement que le véritable tremblement de terre financier se dirigeait déjà vers eux. C'était le 15e jour. J'étais dans mon bureau d'angle, examinant un document juridique dense concernant une fusion d'entreprises. L'horizon d'Atlanta s'étendait sous mes fenêtres allant du sol au plafond. Mon téléphone de bureau privé a sonné. C'était un numéro externe. J'ai supposé que c'était l'avocat adverse sur l'accord de fusion. Michael à l'appareil? J'ai répondu professionnellement. Bonjour, est-ce bien Michael? A demandé une voix féminine. Je m'appelle Sarah. J'appelle de Porsche Financial Service concernant un paiement en retard pour un véhicule immatriculé au nom de Nathan. Nous avons une autorisation archivée pour ce numéro en tant que contact de facturation principal. Le paiement de ce mois a été rejeté en raison d'une autorisation annulée. Je me suis penché en arrière sur ma chaise en cuir ergonomique, tournant légèrement pour regarder la ville. Le moment était venu. La gravité faisait enfin son travail. Vous avez le mauvais numéro, dis-je, ma voix parfaitement neutre.
Je ne possède pas de Porsche, et je ne suis pas responsable de ce compte. J'ai raccroché le téléphone avant que Sarah ne puisse répondre. J'ai souri, pris une gorgée de mon café noir et suis retourné à la lecture de mes documents de fusion. Le filet de sécurité avait disparu. Le lendemain, le chaos que j'attendais est arrivé. Mon assistante, Émilie, venait de m'apporter un espresso frais lorsque mon téléphone personnel a commencé à vibrer violemment sur mon bureau en acajou. L'identifiant de l'appelant affichait le nom de Nathan. J'ai laissé sonner. Ça s'est arrêté, puis a immédiatement recommencé à vibrer. J'ai balayé l'écran et porté le téléphone à mon oreille. Michael, pourquoi ma carte est-elle refusée? Cria Nathan. Sa voix était si forte que j'ai dû éloigner le téléphone d'un pouce de mon oreille. Je suis assis au salon du club de golf. Il passe ma carte pour ma note et elle n'arrête pas de dire fond. Insuffisant. Tu dois virer de l'argent sur mon compte tout de suite. J'entendais le bruit de fond des verres qui s'entrechoquaient et les chuchotements discrets et désapprobateurs du personnel du club de golf. Il essayait probablement d'impressionner les amis riches de Chloé à mes frais. Je ne transférerai rien, dis-je calmement. Comment ça tu ne transfères rien? Cria Nathan, sa panique entièrement sincère car il n'avait jamais fait face à une conséquence financière de ses 26 ans d'existence. Je suis assis ici devant tout le monde et il me regarde. Transfère juste les 1500. Tu as oublié de le faire le premier. Je n'ai pas oublié, Nathan, répondis-je calmement. Je l'ai annulé. J'ai annulé ton allocation. J'ai annulé le loyer de ton loft de luxe et j'ai annulé les paiements de ta Porsche. Toi et Chloé êtes si confiants. Quant à son capital de démarrage imaginaire et à votre avenir en tant que couple de pouvoir millionnaire. Il est temps que vous commenciez à vivre avec votre propre argent. Bienvenue à l'âge adulte. Il y eut un halètement aigu à l'autre bout du fil. Tu ne peux pas me faire ça, cria-t-il. Tu es juste jaloux. Chloé avait raison à ton sujet. Tu es un homme aigri et solitaire. Si je suis si aigri et solitaire, alors tu n'as certainement pas besoin de mon sale argent pour financer ta vie parfaite. Demande à Chloé de payer tes verres. Demande-lui de liquider une partie de ce capital pré-revenu. J'ai mis fin à l'appel et l'ai mis en mode « ne pas déranger ». 2 heures plus tard, l'interphone de mon bureau a sonné. C'était Émilie, mon assistante exécutive. Michael, dit Émilie, sa voix tendue par une préoccupation professionnelle. Il y a un monsieur dans le hall principal qui prétend être votre père, Arthur. Il n'a pas de rendez-vous. Il élève la voix au bureau de la sécurité et exige que vous descendiez immédiatement pour gérer une urgence familiale. L'audace pure. Mon père croyait vraiment que s'il me coinçait dans un cadre professionnel, je céderais pour éviter une scène publique. Il a oublié que je négocie des prises de contrôle hostile d'entreprise pour vivre. Je prospère dans les environnements hostiles. Dites à la sécurité qu'il n'est pas autorisé à passer. Le hall, ai-je instruit Émilie. Je m'en occuperai. J'ai pris l'ascenseur privé jusqu'au vaste hall de marbre. Arthur arpentait le bureau d'accueil, portant son habituel polo de golf sur mesure, ayant l'air complètement déplacé. Parmi les costumes élégants du quartier financier. Dès qu'il m'a vu, il a marché droit vers moi, s'attendant à ce que je me rétrécisse sous son regard patriarcal. J'ai tenu bon, croisant les bras sur mon costume sur mesure. Michael, tu vas sortir ton téléphone et régler ce désordre tout de suite. Arthur siffla, sa voix vibrant d'une autorité forcée. Tu n'as pas le droit de faire une crise de colère et de couper les vivres à ta propre famille. Nathan a appelé Chloé en pleurant. Chloé a appelé ses parents. Sais-tu quelle image ça nous donne? Ça nous donne l'impression de mendier. C'est vous qui mendiez. Arthur, ai-je souligné, abandonnant le titre de père pour établir une frontière professionnelle stricte.
Vous êtes debout dans le hall de mon lieu de travail, exigeant que je paie le loyer de votre fils adulte. Je vous ai remboursé près d'un demi-million de dollars sur 7 ans. La dette est réglée. Si vous êtes si inquiet des apparences, payez ces factures vous-même. Ne vous présentez plus jamais à mon bureau où je ferai en sorte que la sécurité vous enlève physiquement. Je tournai les talons et m'éloignai, le laissant là, complètement impuissant. Mais la tempête ne faisait que se lever. Le lendemain matin, j'ai reçu un email sur mon compte privé de Chloé. Elle a contourné mon téléphone pour exiger une réunion d'affaires urgente dans un café artisanal près de mon bureau. Elle a écrit qu'elle voulait aplanir les choses et parler de fondateur à fondateur. J'ai confirmé la réunion, curieux de voir à quel point elle était devenue désespérée. Je suis arrivé à 8 heures, vêtu d'un costume anthracite. Chloé était déjà là, sirotant un café filtre, tapant agressivement sur son ordinateur portable argenté pour se donner de l'importance. Je me suis assis en face d'elle. Michael, je suis contente que tu aies décidé d'être raisonnable, a-t-elle commencé, sa voix dégoulinante d'une confiance imméritée. Nathan est très émotif en ce moment. Je suis là pour parler affaires. Nous avons juste besoin d'un prêt-relais à court terme. 20 000 dollars pour couvrir quelques dépôts immédiats de fournisseurs pour le mariage et mes frais généraux de démarrage. Dès que ma série A sera approuvée, je te rembourserai avec des intérêts. Je l'ai regardé, l'analysant de la même manière que j'analysais les entreprises en faillite. C'était un mauvais actif. Votre modèle commercial est complètement sans valeur, Chloé, dis-je, ma voix baissant à un volume bas et létal. Vous n'avez aucune technologie propriétaire. Vous avez externalisé l'intégralité de votre code source à l'étranger. Vos coûts d'acquisition de clients sont totalement insoutenables. Et vous n'avez pas généré un seul dollar de revenus réels en 36 mois. Aucune société de capital risque ne donnera une série A à une brochure marketing glorifiée dirigée par une femme qui ne peut même pas payer son propre café. Le sourire narquois disparut instantanément du visage de Chloé. Le sang lui quitta les joues. Elle me regarda en silence stupéfaite, essayant de comprendre comment. Je connaissais les détails financiers intimes de son entreprise en échec. Elle avait oublié ce que je faisais pour vivre. J'évalue les startups technologiques en difficulté chaque semaine. La réponse est non, déclarai-je. Je ne finance pas votre mariage. Je ne finance pas votre navire qui coule. Son ego fragile vola en éclats. Son visage rougit d'un rouge profond et colérique. Elle frappa la table de la main. Tu te crois si intelligent, siffla-t-elle, ça. Voix tremblante de rage. Tu es assis dans ton petit bureau à croire que tu diriges le monde. Tu n'es rien d'autre qu'une embauche arrogante de la diversité. Qui a eu de la chance? Tu ne comprends pas les affaires réelles et tu ne les comprendras jamais. Je restai parfaitement immobile, laissant son insulte raciste et classiste planer dans l'air. Je me levai, pris ma mallette et la regardai de haut. Bonne chance avec les capital risqueurs, Chloé. Paye ton propre café. Je sortis du café, ressentant un profond sentiment d'apaisement. Je tendis la main dans ma poche pour sortir mon téléphone, me préparant à appeler un taxi. Avant que je ne puisse déverrouiller l'écran, une bannière de notification de haute priorité clignota sur mon écran. C'était une alerte critique de mon service de surveillance de crédit premium. Mon rythme cardiaque s'accéléra. La notification était claire et indéniable. Une nouvelle ligne de crédit commercial avait été approuvée et ouverte. Le montant principal était de 150 000 dollars. Le prêt était enregistré sous une nouvelle entité corporative. Mais le garant personnel principal indiqué sur la demande était moi. Quelqu'un venait d'utiliser mon nom, mon historique de crédit impeccable et mon numéro de
Sécurité sociale exacte pour garantir une dette d'entreprise massive. Chloé ne m'avait pas seulement demandé 20 000 $. C'était une diversion. Elle était désespérée. Sa fausse start-up s'effondrait. Elle avait déjà volé mon identité. Le drame familial était terminé. Je faisais maintenant face à un crime financier. Fédéral. Je ne paniquais pas. Je ne criais pas sur le trottoir animé de la ville. J'ai simplement classé les données. J'ai hélé un taxi et j'ai donné au chauffeur l'adresse de l'un des cabinets d'avocats d'affaires les plus impitoyables d'Atlanta. Mon meilleur ami, Marcus, était un avocat associé là-bas, spécialisé dans les malversations d'entreprises et la criminalité en col blanc. Marcus et moi nous connaissions depuis l'université. Il possédait exactement le même manque de fragilité émotionnelle que moi. C'était un prédateur en costume sur mesure et il était exactement le genre d'homme que l'on voulait dans son camp. Quand une situation devenait hostile, je suis entré directement dans le bureau d'angle de Marcus. Je me suis assis sur le canapé en cuir blanc pendant qu'il verrouillait la lourde porte en bois derrière nous. Nous avons entièrement évité les bavardages. Il s'est connecté à ses bases de données juridiques et financières sécurisées et nous avons extrait mon rapport de crédit complet, ainsi que les documents d'origine de la nouvelle ligne de crédit commercial. Les fichiers cryptés se sont chargés sur ces énormes doubles écrans. Il y avait là, en noir et blanc, un prêt-relais d'urgence de 150 000 $ émis par une banque commerciale de taille moyenne. L'entité bénéficiaire était enregistrée sous le nom de Chloé Tech LLC. Le garant principal figurant sur le dossier de signature numérique était Michael. Le taux d'intérêt est exorbitant, a noté Marcus, ses yeux balayant les petits caractères. C'est un prêt-relais prédateur. Les prêteurs traditionnels l'ont probablement mise à la porte. Elle a donc utilisé votre code de crédit impeccable pour obtenir un produit financier terrible. Nous avons creusé plus profondément dans la fraude, point par point. Quelqu'un avait créé une fausse adresse email en utilisant une variation de mon deuxième prénom. Ils avaient acheminé les codes de vérification à 2 facteurs vers un numéro de téléphone portable prépayé, mais les informations d'identification essentielles étaient parfaitement exactes. Mon nom légal complet, mon numéro de sécurité sociale exacte, mes anciennes adresses résidentielles et mon historique d'emploi précis, y compris mon salaire de base actuel et ma structure de bonus annuel. Marcus s'est penché en arrière sur sa chaise ergonomique, joignant les doigts. Michael, c'est très ciblé. Celui qui a fait cela a eu un accès illimité à vos dossiers financiers personnels les plus sensibles. Chloé n'aurait pas pu deviner ces informations. Elle est à peine assez compétente pour gérer une fausse entreprise, et encore moins pour exécuter une opération sophistiquée de vol d'identité sans une source interne. Je fixais la signature numérique frauduleuse qui brillait sur l'écran. Les pièces s'assemblèrent avec une clarté écœurante. Il y a 3 ans, Nathan m'avait appelé en pleurant. Hystériquement. Il était audité par l'IRS pour avoir réclamé des dépenses de style de vie ridicule comme des déductions fiscales pour son entreprise. Il m'avait supplié de l'aider à régler ses impôts afin que son fonds d'études ne soit pas saisi. J'avais partagé en toute sécurité un dossier numérique contenant mes propres déclarations de revenus non expurgées pour lui montrer comment formater correctement les déductions. Ce dossier contenait des copies de mes formulaires W2, de ma carte de sécurité sociale et de mon historique d'emploi complet. J'avais fait confiance à mon frère. J'avais laissé le dossier actif sur son disque cloud. Nathan, dis-je, le mot ayant un goût de cendre dans ma bouche. Nathan lui a donné. Il avait tous mes documents financiers de l'époque où je l'ai aidé à lutter contre un audit. Chloé a dû se plaindre d'avoir besoin de capitaux pour le mariage et la start-up. Et mon propre frère lui a remis toute mon identité financière sur un plateau d'argent. Il a aidé sa fiancée Blanche à
Voler son propre frère pour financer un style de vie de luxe qu'il ne pouvait pas se permettre. Marcus me regarda avec un mélange de profonde sympathie et de détermination létale. L'audace est stupéfiante, dit-il tranquillement. Elle pensait réellement pouvoir obtenir un prêt commercial à votre nom, payer son mariage, faire semblant que sa start-up réussissait, et simplement rembourser le prêt avant que vous ne remarquiez la demande de vérification de crédit. C'est la manifestation ultime du privilège. Elle croyait vraiment qu'elle était intouchable. Nous étions assis dans le bureau silencieux. Le vrombissement de la circulation urbaine était étouffé par l'épaisse vitre acoustique. Il ne s'agissait plus d'un frère arrogant demandant une aumône. Il s'agissait d'un crime financier fédéral documenté et vérifiable impliquant une fraude électronique et un vol d'identité. Marcus prit une lourde épingle en argent. Michael, c'est votre famille. Si nous allons plus loin, Chloé risque une peine de prison fédérale grave, et votre frère sera sans aucun doute nommé comme co-conspirateur. Voulez-vous que je gère cela discrètement? Nous pourrions là forcer à liquider le prêt et à signer un accord de non-divulgation strict. Je regardais l'écran sombre du moniteur. Je pensais aux 7 années d'abus financiers. Je pensais à ma mère qui me traitait d'égoïste. Je pensais à Arthur qui faisait irruption dans mon bureau. Je pensais à Chloé qui me traitait d'embauche de la diversité il y a à peine une heure. Je pensais à mon propre frère remettant mon numéro de sécurité sociale à une femme qui me manquait ouvertement de respect. Je me levai, lissai la veste de mon costume et m'approchai du bureau de Marcus. Non, dis-je, ma voix froide et absolue. Appelez le FBI, détruisez tout. Marcus ne broncha pas. Il hocha simplement la tête, se retourna vers son clavier et commença à rédiger les citations à comparaître. Nous avons passé les 4 heures suivantes à construire une forteresse impénétrable de documentation. J'ai placé un blocage de sécurité permanent sur mon profil de crédit. Marcus a utilisé les ressources de son cabinet pour tracer l'adresse IP associée à la signature numérique frauduleuse. Elle correspondait directement au loft de luxe du centre-ville que je payais depuis 3 ans. Elle avait utilisé mon argent pour payer la connexion Internet qu'elle avait utilisée pour commettre un crime fédéral contre moi. Nous avons imprimé les rapports d'expertise judiciaire. Nous avons compilé les documents de prêt. Nous avons tout mis dans un épais classeur. Marcus a décroché le téléphone et a composé le numéro d'un contact direct qu'il avait au Federal Bureau of Investigation, l'agent spécial Miller. Le piège était officiellement tendu. J'avais déclenché un mécanisme dont Chloé ne pourrait se sortir par la rusée, que mes parents ne pourraient pas détourner. Je pensais que le pire était passé. Je pensais que la trahison avait atteint son point le plus bas. J'avais tellement tort. Le mécanisme fédéral s'était enfin refermé et j'avais une place aux premières loges pour la destruction. J'ai appris les détails plus tard de Marcus, qui avait suivi de près la situation avec ses contacts au bureau. L'agent spécial Miller, accompagné des forces de l'ordre local, avait visité le luxueux loft du centre-ville que j'avais financé. Ils ont frappé à la lourde porte en bois précisément à 8 heures du matin. Chloé a ouvert la porte, vêtue de sa tenue habituelle de fondatrice de tech minimaliste, s'attendant probablement à une livraison de colis pour son mariage. Au lieu de cela, elle a été accueillie par des insignes fédéraux et une enquête formelle concernant le vol d'identité d'entreprise et la fraude électronique commerciale. Les enquêteurs lui ont présenté les journaux de protocole Internet et les documents de prêt frauduleux que Marcus et moi avions compilés. Ils l'ont informé qu'elle était le principal suspect dans une enquête pour crime grave en cours et ont immédiatement confisqué son ordinateur portable argenté comme preuve matérielle. Chloé a complètement paniqué. La façade arrogante et privilégiée s'est dissoute au moment exact où elle a réalisé que son privilège ne pouvait
Pas la protéger d'une unité fédérale de lutte contre la criminalité financière. Dès que les agents sont partis pour traiter son ordinateur, elle a appelé mon frère, Nathan, hurlant que j'essayais de la mettre dans un pénitencier fédéral. Nathan est entré dans un état d'hystérie absolue. Il a appelé nos parents, sanglotant que je ruinais ses fiançailles et détruisais l'avenir visionnaire de Chloé à cause d'un simple malentendu familial. J'étais assis à mon bureau en acajou dans mon bureau d'angle lorsque mon téléphone a commencé à vibrer. J'ai regardé les appels manqués d'Arthur, mon père. Il s'était toujours positionné comme le patriarche fort et intouchable de notre famille. Il exigeait le respect et l'obéissance sans jamais vraiment les mériter. Croyant qu'il pouvait contrôler n'importe quel récit en élevant simplement la voix, j'ai pris une lente gorgée de mon café noir et j'ai décidé de lui rendre enfin son appel. J'ai composé son numéro et mis le téléphone sur haut-parleur. Il a répondu dès la première sonnerie. Il n'avait pas l'air de l'homme arrogant qui m'avait confronté dans le hall de mon bureau quelques jours auparavant. Il n'a pas utilisé son ton autoritaire et retentissant. Au lieu de cela, la voix qui est sortie du haut-parleur était tremblante, désespérée et complètement brisée. Michael, Altateil, le son de sa respiration lourde emplissant mon bureau. Silencieux. Tu dois arrêter ça tout de suite. Tu dois renvoyer ces gens. Il pleurait. Mon fier père contrôleur pleurait hystériquement au téléphone. Ces mots se sont précipités dans un flot paniqué et humide. S'il te plaît. Michael, sanglota Teil. Tu ne comprends pas ce que tu fais. Tu vas nous détruire tous. Le FBI était juste ici à l'appartement de Chloé. Mon père supplia, sa voix se brisant. Ils ont pris son ordinateur. Ils lui ont dit qu'elle faisait face à des accusations fédérales. Tu dois les appeler et leur dire que c'était une erreur. Ils voulaient que je répare. Ils voulaient que je sois le bœuf de somme une dernière fois. Dis-leur que tu as autorisé le prêt et que tu as juste oublié, supplia-t-il. Tu dois la sauver, Michael. Je restais parfaitement immobile dans ma chaise ergonomique. Mon père, l'homme qui avait passé toute sa vie à privilégier son image publique plutôt que mon bien-être, me suppliait maintenant de commettre un parjure pour sauver une femme qui avait volé mon identité. L'audace pure n'était pas seulement insultante, elle était pathologique. Arthur, répondis-je, ma voix complètement dépourvue de toute chaleur ou obligation familiale. Écoutez-moi très attentivement. Je ne vais pas commettre un crime fédéral pour couvrir votre future belle-fille. Elle a commis un vol d'identité et une fraude électronique. L'empreinte numérique est irréfutable, continuai-je. Chloé va en prison. Mon père laissa échapper un sanglot rauque. Tu ne comprends pas, cria-t-il, sa voix montant en une pure panique. Si elle va en prison, nous perdons tout, Michael. Nous perdons la maison. Je fis une pause. Mon esprit analytique saisit immédiatement les normes. Divergence. Mes parents vivaient dans leur maison de banlieue immaculée à Atlanta depuis 25 ans. L'hypothèque principale aurait dû être entièrement remboursée à ce moment-là. Arthur, de quoi parlez-vous, demandai-je, ma voix se transformant en un interrogatoire direct. Pourquoi la prison de Chloé affecterait-elle votre immobilier? Il y eut un long silence angoissant à l'autre bout du fil. J'entendais ma mère, Eleanor, pleurer doucement en arrière-plan. La tension entre mes parents ressemblait au préambule d'un divorce amer. Puis mon père prononça les mots qui brisèrent la dernière illusion restante de la perfection de ma famille. Nous lui avons donné l'argent. Michael, avoua mon père, sa voix à peine un murmure. Nous avons contracté une deuxième hypothèque sur la maison, 200 000 $. Nous avons tout donné à Chloé pour sa start-up. La révélation me frappa avec la force d'un coup physique. Alors qu'il me faisait honte lors des dîners du dimanche parce que j'étais un
Bourreau de travail égoïste, alors qu'ils exigeaient que je paie le loyer de mon frère et la note de sa Porsche. Ils avaient secrètement mis en gage tout leur avenir financier sur l'entreprise technologique imaginaire de Chloé. Elle nous a promis un retour massif. Mon père continua, sa voix gagnant une énergie désespérée et frénétique. Elle nous a montré les projections. Michael, quand la série de financement serait finalisée, nous récupérerions nos 200 000 $. Plus un retour de 50% sur notre investissement. Nous avions juste besoin que tu continues à payer les factures de Nathan pour que Chloé puisse concentrer tout son capital sur la start-up. Il confessa. Tu as coupé les vivres, ce qui a ruiné le calendrier. Tu l'as forcé à prendre ce prêt à ton nom parce qu'elle était désespérée de maintenir l'entreprise à flot jusqu'à ce que les investisseurs paient. Je fixais l'horizon d'Atlanta. Toute la dynamique familiale était un stratagème de Ponzi soigneusement construit. Ils avaient échangé leur héritage et toute éventuelle succession contre la promesse vide d'une fraudeuse. Ils avaient misé leur maison sur sa confiance imméritée. Ils avaient utilisé mon salaire comme garantie silencieuse pour financer leur illusion. Vous avez hypothéqué votre maison pour financer une fraude. Déclarai-je, ma voix létale et précise. Vous avez permis à une femme qui me manque ouvertement de respect. Vous avez permis à mon frère de lui remettre mon numéro de sécurité sociale pour sauver votre terrible investissement. Michael, s'il te plaît. Ma mère, Eleanor, s'écria, arrachant le téléphone. Tu es notre fils. Tu es un homme riche. Tu peux te permettre d'absorber ce prêt. Si Chloé va en prison, son entreprise fait faillite. Nous perdons l'argent et la banque saisit notre maison. Le pasteur Thomas, notre ministre de famille, m'avait même laissé un message vocal plus tôt ce matin, m'exhortant à abandonner la poursuite et à embrasser le pardon pour maintenir la famille unie. La manipulation émotionnelle qui m'avait contrôlé pendant 32 ans s'est finalement complètement dissoute. Je n'étais plus leur fils. J'étais un directeur d'entreprise examinant un portefeuille de créances douteuses. Eleanor, dis-je, ma voix résonnant dans le bureau silencieux. Je vous ai honoré. Pendant 7 ans à hauteur de 478 800 $. La facture est entièrement payée. Si la banque saisit votre maison, je vous suggère de commencer à faire vos valises. J'ai mis fin à l'appel. Moins d'une heure plus tard, mon téléphone de bureau a sonné à nouveau. L'identifiant de l'appelant affichait une banlieue riche du Connecticut. C'étaient Richard et Patricia, les riches parents de Chloé. Michael, cher, c'est Patricia. La voix dégoulinait d'une chaleur artificielle. Écœurante. Richard est avec moi au téléphone. Nous voulions vous contacter. Pour clarifier ce stupide malentendu familial. Elle me parlait comme un enfant confus. Richard intervint avec sa voix grave et autoritaire de terrain de golf. Écoutez-moi, Michael, dit Richard. Chloé a commis une erreur de jugement. Je suis prêt à vous faire personnellement un chèque aujourd'hui pour couvrir le solde principal du prêt et vos honoraires d'avocat. Nous pouvons gérer cela en privé. Laissez tomber le rapport de police. Il croyait réellement pouvoir acheter l'innocence de sa fille en corrompant un témoin d'un crime fédéral. Il supposait que mon intégrité avait un prix. Richard et Patricia, dis-je, ma voix baissant à un volume bas et létal. Vous semblez être sous la fausse impression que nous négocions. Nous ne le sommes pas. Votre fille n'a pas fait une erreur administrative. Elle a commis une fraude électronique. Mais toute sa vie sera ruinée. Patricia sanglota. Alors, vous auriez dû lui apprendre à construire une vraie entreprise au lieu de me voler, répondis-je, dites à votre jeune visionnaire brillante d'obtenir un très bon avocat de la défense. J'ai raccroché le téléphone. Le véritable coup de maître de la justice corporative est arrivé le lendemain même.
J'ai été convoqué dans la salle de conseil mondial par Monsieur Sterling, le PDG de notre société de capital investissement. Nous étions dans les dernières étapes de l'acquisition d'un portefeuille massif d'actifs en difficulté auprès de Southern Alliance Bank, une institution régionale qui s'était gravement surendettée. J'étais assis à la tête de la longue table en verre, ma tablette affichant le fichier maître crypté du portefeuille d'acquisition. Les données défilaient en colonnes interminables de chiffres rouges. Je balayais la répartition géographique lorsque mes yeux se sont posés sur un code postal de banlieue riche spécifique. J'ai tapé sur l'écran pour agrandir le fichier de dette résidentielle. L'actif principal répertorié dans le fichier de défaut était une maison de style colonial. Les noms sur l'acte étaient Arthur et Eleanor. Mon rythme cardiaque est resté parfaitement stable, mais mon esprit s'est emballé. Southern Alliance Bank était l'institution que mes parents avaient utilisée pour obtenir la deuxième hypothèque de 200 000 $. Parce qu'ils l'avaient mise en gage contre la start-up imaginaire de Chloé, la dette était rapidement devenue toxique. La banque l'avait regroupée dans le portefeuille d'actifs en difficulté qu'elle vendait actuellement à mon cabinet. J'ai cherché dans le secteur des prêts commerciaux. Chloé Tech LLC était répertoriée comme le débiteur principal sur 3 lignes de crédit commercial distinctes, tout en statut de défaut grave. L'ironie était profonde. Pendant 7 ans, ils ont drainé mon capital. Et maintenant, mon cabinet de capital investissement venait d'acquérir avec succès le portefeuille. Nous possédions la dette. Nous possédions les prêts commerciaux, ce qui maintenait la fausse start-up de Chloé en vie. Et nous possédions la deuxième hypothèque sur la maison que mes parents aimaient plus que moi. En tant que directeur de la restructuration, je possédais l'autorité légale unilatérale de déterminer comment ces actifs en difficulté seraient gérés. J'ai levé les yeux vers mon analyste principal. La décision n'a nécessité aucune délibération émotionnelle. Lancer les protocoles de liquidation standard pour l'ensemble du portefeuille de Southern Alliance. Ai-je instruit, ma voix portant une autorité nette. Signaler les défauts résidentiels pour un traitement de saisie immédiate et lancer la saisie d'actifs pour toutes les entités commerciales en souffrance dans la tranche. La purge financière était officiellement en cours et je dirigeais la démolition. Le samedi soir est arrivé. La fête de fiançailles se déroulait toujours. Malgré l'enquête fédérale active, malgré les paiements automatiques annulés, Nathan s'accrochait désespérément à sa réalité en ligne organisée. Lui et Chloé avaient utilisé toutes leurs cartes de crédit à taux d'intérêt élevés pour financer une fête extravagante sur le toit. Croyant sincèrement que s'ils organisaient un événement assez grand, la réalité de leur faillite disparaîtrait simplement. Je me tenais dans la salle de bain principale de Montpentouse, me préparant à une liquidation d'entreprise déguisée en célébration familiale. J'ai enfilé un costume de puissance bleu marine sur mesure. La coupe était nette, exigeant le respect. J'ai attaché une simple montre en platine à mon poignet. Je suis entré. Dans mon bureau à domicile, j'ai ramassé les lourds dossiers en papier craft contenant les avis de saisie immobilière finalisés et les ordonnances de liquidation commerciale, et je les ai glissés dans ma mallette en cuir. Marcus m'attendait dans le hall. Il était présent en tant que mon invité et mon bouclier juridique absolu. Nous nous sommes rendus au lieu exclusif sur le toit. Au sommet d'un hôtel prestigieux surplombant l'horizon scintillant d'Atlanta. Nathan avait choisi cet emplacement parce qu'il criait la richesse générationnelle. Un concept hilarant étant donné qu'il n'avait aucune génération et aucune richesse. Lorsque les portes de l'ascenseur privé se sont ouvertes, l'ampleur de la folie financière m'a frappé comme une vague physique. La terrasse extérieure avait été transformée en un jardin somptueux. Des milliers de roses blanches drapaient des arcades sur mesure. Un quatuor à cordes jouait de la musique classique et des serveurs circulaient avec des plateaux d'argent de champagne. C'était un chef-d'œuvre de dette non garantie.
J'ai balayé la foule du regard. La liste des invités était un mélange stratégique de la communauté ecclésiastique de ma mère et du cercle social aisé de Chloé. J'ai aperçu mes parents près du bar ouvert. Arthur transpirait entièrement à travers sa veste de costume, ses yeux voletant nerveusement, vérifiant son téléphone. Pour un avis de saisie qu'il pensait venir d'une banque anonyme. Eleanor serrait une flûte de cristal avec une intensité à s'en blanchir les jointures, affichant un sourire d'entraînement qui n'atteignait jamais ses yeux terrifiés. Ils savaient que leur maison était au bord de la saisie, mais ils étaient déterminés à faire semblant jusqu'à la fin. De l'autre côté de la terrasse, Richard et Patricia tenaient leur cours. Ils avaient l'air incroyablement suffisants parmi leurs riches amis du club de golf, portant leurs privilèges comme une armure. Richard tenait un verre de scotch, complètement indifférent au fait que des agents fédéraux avaient confisqué l'ordinateur portable de sa fille quelques jours auparavant. Ils n'avaient aucune idée que l'homme qu'ils avaient essayé de soudoyer traversait actuellement la terrasse, détenant l'autorité légale de tout saisir. Alors que Marcus et moi nous déplacions dans la foule, les tantes de l'église qui m'avaient envoyé des messages sur l'honneur de ma famille ont soudainement baissé les yeux sur leurs chaussures. Eleanor m'a aperçu. Son faux sourire a disparu, remplacé par une pure panique. Elle a marché rapidement vers moi, Arthur la suivant comme un homme allant à l'échafaud. Michael, qu'est-ce que tu fais ici? Ma mère siffla dans un chuchotement frénétique. Tu as déjà fait assez de dégâts. Chloé est terrifiée et ton père n'a pas dormi depuis 3 jours. Fais demi-tour et pars avant de nous embarrasser. Je l'ai regardé, agrippant ma manche. Je ne me suis pas éloigné. J'ai simplement fixé sa main. Jusqu'à ce qu'elle ressente la froideur absolue de mon regard et lâche prise. J'ai été invité, Eleanor, répondis-je, ma voix dénuée de chaleur. Nathan a envoyé les invitations en utilisant l'allocation que je lui fournissais. Je suis simplement ici pour constater le retour sur mon investissement. Arthur s'avança, essayant de m'intimider par sa taille physique. Michael, s'il te plaît, ne fais pas de scène ce soir. Il supplia, tremblant de désespoir. Je ne fais pas de scène, Arthur, lui assurai-je avec un sourire corporatif vide. Je vais juste profiter de l'atmosphère. Je me suis dirigé vers l'arrière de la salle où le technicien audiovisuel Dave se tenait derrière une table de mixage complexe et d'énormes ordinateurs portables. Je l'avais trouvé discrètement avant le début de la fête. Je lui ai remis $500 en billets neufs et une clé USB sécurisée et cryptée. Je lui ai donné une instruction spécifique. Attendez mon commandement visuel. La musique s'est estompée. Le bavardage s'est tu alors que tout le monde se tournait vers le centre de la terrasse. Chloé se tenait sur une petite estrade surélevée, serrant un microphone et un verre de champagne. Nathan se tenait au premier rang, la regardant avec une adoration absolue, croyant vivre un conte de fées. Chloé s'éclaircit la gorge et afficha son sourire de fondatrice de Tech Signature. Elle souhaita la bienvenue à tous à la fête de fiançailles la plus exclusive de la saison. Elle utilisa des mots-clés d'entreprise creux comme innovation disruptive et changement de paradigme. Elle eut même l'audace de mentionner les $200 000 de capital d'amorçage qu'elle avait obtenu, omettant que cela provenait d'une deuxième hypothèque sur la maison de mes parents. Richard et Patricia hochèrent la tête avec une immense fierté, trinquant pour célébrer son succès fabriqué. Puis Chloé changea de posture. Son ton prit une tournure acerbe et condescendante. Elle me fixa du regard à travers la terrasse. Elle décida de profiter de son moment pour me lancer une insulte publique. Construire un empire n'est jamais facile, dit Chloé dans le microphone. Les vrais innovateurs rencontrent toujours de la résistance de la part de ceux qui manquent de vision. Il y a toujours des membres de la famille toxique qui doutent de votre potentiel parce qu'ils sont
Piégées dans leur propre vie amère et solitaire, sourit-elle. Certaines personnes sont tellement consumées par leurs emplois d'entreprise stériles qu'elles deviennent jalouses du véritable amour et du succès entrepreneurial réel. Nathan sourit d'un air suffisant. Mes parents avaient l'air mortifiés, mais restèrent lâchement silencieux. Je restais parfaitement immobile à côté du bar ouvert. Je terminai la dernière gorgée de mon champagne, remis la flûte à un serveur et lissai les revers de mon costume bleu marine. Je regardai Marcus qui me fit un signe de tête ferme. La phase d'observation était terminée. La phase de liquidation avait officiellement commencé. J'ai croisé le regard de Dave, le technicien, à travers la terrasse et lui ai fait un seul signe de tête délibéré. Dave a fait glisser un fadé sur sa table de mixage et a appuyé sur un bouton de son ordinateur portable. Derrière Chloé, l'énorme écran d'affichage haute définition avait fait défiler des photos de fiançailles fortement filtrées. Les images de posant avec des véhicules de luxe ont instantanément disparu. Le grand écran est devenu entièrement noir pendant une lourde seconde de silence. Puis une nouvelle image a illuminé le ciel nocturne. C'était un scan cristallin, très agrandi d'un document juridique corporatif formel. Le texte noir austère dominait le fond blanc lumineux s'étendant sur 6 mètres le long du mur. Tout en haut, en lettres grasses et inflexibles, le document disait « Avis de défaut commercial et ordre de liquidation immédiate d'actifs ». Sous l'entête, il listait explicitement Chloé Tech LLC et le total précis de sa dette commerciale. Gravement en souffrance. Le logo de ma société de capital investissement était clairement apposé en bas, juste à côté de ma propre signature numérique en tant que directeur autorisant. Les invités fixaient l'énorme écran dans une confusion absolue. Les murmures se sont propagés sur le toit. Chloé s'est retournée pour voir ce que la foule regardait. Le sang lui a quitté le visage si vite qu'elle avait l'air physiquement malade. Sa mâchoire est tombée. Ses yeux se sont écarquillés d'une terreur pure et non adultérée. Elle a immédiatement reconnu le formulaire légal. Elle m'a regardé, son arrogance complètement évaporée, remplacée par la panique frénétique d'un animal acculé. Arthur couvrit son visage de main tremblante. Éléanore trébucha physiquement en arrière, s'appuyant contre une table de cocktail pour ne pas tomber. Je m'éloignai du bar et commençai à marcher vers l'estrade surélevée. Le clic net et confiant de mes chaussures en cuir résonna sur les carreaux de la terrasse. La foule s'écarta naturellement pour me laisser passer. Je ne me pressais pas. Je marchais d'un pas mesuré, comme un dirigeant prenant le contrôle d'une salle de conseil hostile. Je m'arrêtai juste à côté de Chloé. Elle tremblait si violemment qu'elle pouvait à peine tenir le microphone. Je tendis la main, enroulai mes doigts autour du cylindre métallique élégant et le lui pris simplement des mains. Elle le lâcha sans un mot. Son esprit complètement brisé par l'ordre d'exécution légale, lumineux planant au-dessus de sa tête. Le silence était absolu. Des centaines d'yeux étaient fixés sur moi. Chloé parle magnifiquement du succès. Commençai-je, ma voix résonnant sur la terrasse silencieuse. Complètement calme. Elle parle de construire un empire et de surmonter les membres toxiques de la famille. Ce qu'elle a commodément oublié de mentionner dans son toast, c'est comment elle finance réellement cette fête extravagante. La foule bougea inconfortablement. Richard et Patricia me regardèrent avec des visages rigides d'indignation aristocratique. Elle a oublié de mentionner le prêt commercial de 150 000 $ qu'elle a contracté la semaine dernière, continuai-je, ma voix déchirant l'air humide. Elle a oublié de mentionner qu'elle a obtenu ce prêt en volant activement mon numéro de sécurité sociale, en falsifiant ma signature numérique et en commettant une fraude électronique fédérale. Un halètement collectif se propagea parmi les invités. Les chuchotements s'enflammèrent comme un feu de forêt. Les gens pointèrent l'écran géant, comprenant enfin le document.
Juridique. Chloé ouvrit la bouche pour parler, mais aucun son n'en sortit. C'est une calomnie absolue, hurla Richard, sa voix retentissante coupant les murmures. Il marcha vers l'estrade, son visage violet de rage. Je vous poursuivrai en justice pour diffamation. Vous n'êtes qu'un homme aigri et jaloux, qui essaie de gâcher une belle soirée. Je ne bronchais pas. Marcus traversa la foule avec une grâce prédatrice, portant sa mallette en cuir. Il s'arrêta juste devant Richard, sortit une épaisse liasse de documents imprimés et les lui fourra directement dans la poitrine. Nous ne faisons pas dans la calomnie, déclara Marcus, projetant clairement sa voix. Nous faisons dans les mises en examen fédéral. C'est le rapport de police officiel pour vol d'identité. Derrière, vous trouverez les journaux de protocole Internet assignés directement par la banque. L'empreinte numérique prouve sans équivoque que le prêt frauduleux a été soumis depuis l'appartement de votre fille. Les preuves sont entre les mains du FBI. Richard fixa les papiers portant des timbres officiels du gouvernement. La couleur lui quitta le visage. La posture agressive disparut, remplacée par la terrifiante réalisation que sa fille faisait face à une accusation criminelle fédérale. Patricia se couvrit la bouche, un sanglot étouffé lui échappant de la gorge. Nathan se fraya un chemin jusqu'à l'avant, l'air complètement détraqué. Michael, arrête ça tout de suite, cria-t-il, sa voix stridente. Tu es en train de ruiner ma vie. Chloé est une bonne personne. Je regardais mon frère. Je n'invente rien, Nathan, dis-je dans le microphone. Tu lui as donné mes documents fiscaux. Tu l'as aidé à voler mon identité pour financer ton mode de vie illusoire parce que tu refusais de trouver un emploi. Ton conte de fées est une scène de crime. Nathan s'effondra sur une chaise à proximité, sanglotant bruyamment dans ses mains. Je tournai mon attention vers Arthur et Eleanor, qui essayaient de se fondre dans l'ombre. Et maman, papa, dis-je. Vous m'avez traité d'égoïste parce que j'ai refusé de signer une hypothèque d'1 million, mais vous avez commodément oublié de mentionner que vous avez secrètement contracté une deuxième hypothèque de 200 000 $ sur votre maison. Vous avez mis en jeu toute votre existence financière sur la confiance imméritée d'une fraudeuse. Arthur balbutia, pâle et transpirant. Michael, tu n'as pas le droit de discuter de nos affaires financières privées. Ce que nous faisons avec notre valeur nette immobilière, c'est notre affaire. Ce n'est plus une affaire financière privée, Arthur, déclarai-je froidement. Lorsque vous faites défaut sur un prêt commercial massif, cela devient des données d'entreprise. Et ces données arrivent sur mon bureau. Mon cabinet de capital investissement a acheté l'ensemble du portefeuille toxique à Southern Alliance Bank. Nous possédons la dette commerciale de Chloé. Nous possédons votre deuxième hypothèque en défaut. Ma mère s'effondra sur une chaise, hyperventilant. Je suis le directeur de la restructuration. J'annonçais, j'ai officiellement signé l'ordre de liquidation des deux actifs. La banque saisit la maison. Les actifs commerciaux sont saisis. Vous n'avez absolument plus rien. Chloé laissa échapper un cri primal de pure rage. Elle se jeta en avant, les poings serrés, prête à m'attaquer physiquement. Je ne reculai pas. Marcus s'interposa immédiatement devant moi, levant les mains. Mais avant que Chloé ne puisse atteindre le bord de la scène, un carillon électronique aigu résonna sur la terrasse. Les lourdes portes argentées de l'ascenseur privé s'ouvrirent. 3 hommes sortirent. 2 portaient l'uniforme standard de détective de police. Le 3e homme, marchant légèrement en avant, portait un coupe-vent fédéral sombre avec des lettres jaunes audacieuses dans le dos. L'agent spécial Miller était arrivé. Chloé se figea au milieu de son élan. L'agent Miller s'approcha de la plateforme, sortit un mandat plié de sa veste et informa Chloé qu'elle était
Arrêté pour fraude électronique et vol d'identité aggravé. Les détectives locaux la saisirent, la tournèrent et lui forcèrent les mains derrière le dos. Le clic métallique aigu des menottes en acier se refermant autour de ses poignets résonna sur la terrasse. C'était le son de l'obligation de rendre des comptes absolus. Chloé cria à son père de faire quelque chose. Richard s'avança, menaçant de poursuivre tout le département. L'agent Miller suggéra calmement qu'il se concentre sur la recherche d'un très bon avocat de la défense fédérale. La réalité pénétra l'esprit arrogant de Richard. Sans un seul mot de réconfort à leur fille, Richard saisit Patricia par le bras et ils s'enfuirent du lieu par les escaliers de sortie de secours dans une disgrâce absolue. Nathan resta seul, au premier rang, regardant sa riche fiancée être escortée jusqu'à l'ascenseur. Je me dirigeai vers le bord vitré de la terrasse sur le toit et regardai la rue. En contrebas, une dépanneuse robuste hissait activement un SUV Porsche blanc de luxe sur sa plateforme. La société de location n'avait absolument pas perdu de temps pour récupérer son bien. La voiture de Nathan était emmenée juste devant le lieu. Les conséquences d'une arrestation fédérale lors d'une fête de fiançailles luxueuses sont un exode rapide et brutal, les invités fortunés se précipitant vers les sorties, désireux de se distancier de l'odeur d'une inculpation fédérale. En 15 minutes, le somptueux lieu sur le toit était entièrement abandonné. Les seules personnes restées parmi les roses blanches étaient Marcus, moi-même, mon frère en pleurs et mes parents ruinés. Arthur et Eleanor n'avaient plus nulle part où fuir. Tout leur stratagème avait été complètement démantelé, et ils faisaient face directement à l'architecte de leur ruine. Mon père tomba à genoux sur les carreaux de la terrasse, son pantalon de costume coûteux trempé de champagne renversé. Ma mère s'effondra juste à côté de lui, tendant la main pour attraper l'ourlet de mon pantalon sur mesure. Michael, s'il te plaît. Arthur sanglota. Tu ne peux pas prendre notre maison. Nous serons sans abri. Tu dois arrêter la saisie. Nous t'avons élevé. Eleanor gémit, des larmes tachant le tissu de mon costume. Nous t'avons donné la vie qui t'a permis de devenir si prospère. Tu nous dois. Il y a 10 ans, cette démonstration de désespoir parental aurait déclenché mon conditionnement, me forçant à ouvrir mon chéquier pour les sauver. Mais je n'étais plus le fils docile, cherchant leur approbation conditionnelle. J'ai doucement mais fermement retiré ma jambe de l'emprise de ma mère, créant une frontière physique claire entre leur chaos et ma paix. Vous ne m'avez pas élevé pour être un fils, déclarai-je, ma voix portant la précision froide d'un bourreau d'entreprise. Vous m'avez élevé pour être une banque de sang. Pour cette famille. J'ai payé 478 800 $ au cours des 7 dernières années. J'ai subventionné toute votre existence illusoire pendant que vous me traitiez d'amère. La facture est entièrement payée. Vous ne pouvez plus jamais prétendre que je vous dois quoi que ce soit. Je regardai directement dans les yeux en larmes de mon père. Je n'ai pas pris votre maison, Arthur, dis-je, portant le coup final. Votre propre cupidité et votre profonde incompétence financière ont pris votre maison. Vous avez 30 jours pour quitter les lieux avant que la banque ne ferme les portes. Je leur tournai le dos et sortis, mes chaussures en cuir claquant sur le sol de marbre. Marcus marchait à mes côtés. Nous avons atteint l'ascenseur privé et les lourdes portes argentées se sont refermées, scellant le chaos sur la terrasse du toit pour toujours. 3 mois se sont écoulés. Avec l'efficacité rapide d'une restructuration d'entreprise bien exécutée. Le système de justice fédérale a agi rapidement contre Chloé. Les preuves numériques que Marcus et moi avons compilées étaient complètement impénétrables. Elle a été forcée de plaider coupable et a été condamnée à 5 ans dans un pénitencier fédéral. L'escroc arrogante qui m'avait traité d'embauche de la diversité portait maintenant un uniforme standard, complètement dépouillé de son privilège immérité.
Mes parents ont fait face à leur propre réalité brutale. La saisie de leur maison de banlieue immaculée a été exécutée exactement 30 jours après la fête. Arthur et Eleanor ont été forcés de faire leur bagage et de quitter les lieux avant l'arrivée du shérif du comté pour changer les serrures. Ils ont été contraints de réduire drastiquement leur train de vie, emménageant dans un appartement exigu de 2 chambres dans un quartier beaucoup moins désirable. Arthur a dû accepter un poste de direction de bas niveau dans un quincaillerie locale juste pour joindre les 2 bouts, un coup dur pour son ego massif. Leur stratagème de Ponzi s'était effondré, et ils ont été laissés à vivre dans les cendres de leur propre cupidité. Nathan a connu le réveil le plus brutal de tous. Sans mes transferts mensuels secrets et sans la richesse imaginaire de Chloé, il a été propulsé dans le monde réel. Son loft de luxe a été saisi. Sans diplôme universitaire et sans aucune éthique de travail, il a dû accepter un emploi au salaire minimum pliant des vêtements dans un magasin de détail de moyenne gamme dans un centre commercial de banlieue. Il a essayé de me contacter pour obtenir de l'aide, suppliant pour une seconde chance, mais mes protocoles de sécurité étaient absolus. Tout email ou numéro de téléphone qui lui était associé a été automatiquement bloqué. Ma propre vie a prospéré en l'absence de leur toxicité. J'ai investi mon énergie renouvelée dans ma carrière. Au sein du cabinet de capital investissement. L'acquisition et la liquidation réussie du portefeuille d'actifs en difficulté ont généré des rendements massifs pour nos investisseurs. Monsieur Sterling m'a convoqué dans la salle de Conseil mondial et m'a officiellement promu directeur général, faisant de moi l'un des plus jeunes cadres à détenir ce titre dans l'histoire du cabinet. Le nouveau salaire et le package de rémunération étaient astronomiques, mais la véritable récompense était l'autonomie absolue que je m'étais assurée. C'était un mardi matin tranquille. Je suis sorti sur le vaste balcon vitré de mon appartement terrasse. Le soleil commençait à peine à se lever sur l'horizon d'Atlanta. Je tenais une tasse en céramique de café torréfié noir de qualité supérieure, respirant l'air frais, j'ai pris mon smartphone personnel. L'écran était complètement clair. Il n'y avait pas de message texte frénétique exigeant de l'argent. Il n'y avait pas d'appels émotionnels manipulateurs d'une famille qui ne me considérait que comme une ressource financière. Mon téléphone était parfaitement et magnifiquement silencieux. J'avais réussi à auditer ma vie, identifier les passifs toxiques et les avais liquidés sans la moindre once de pitié. Je me tenais sur mon balcon, respirant le doux et indéniable parfum de la liberté totale. La leçon la plus puissante ici est que le sang n'est pas un chèque en blanc, et la loyauté familiale ne devrait jamais vous coûter votre sécurité financière ou votre paix mentale. Pendant trop longtemps, la société a conditionné les personnes qui réussissent à être les bêtes de somme silencieuses pour le dysfonctionnement de leur famille. Établir des limites impitoyables n'est pas égoïste. C'est de l'autopréservation absolue. Vous ne pouvez pas sauver des gens qui essaient activement de vous noyer pour financer leur illusion. Merci beaucoup d'avoir écouté mon histoire aujourd'hui. Avez-vous déjà vécu quelque chose de similaire avec votre propre famille? Avez-vous déjà dû couper les ponts avec des proches toxiques qui ne vous considéraient que comme un compte bancaire? Partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne pas manquer la prochaine aventure. Protégez votre paix et protégez votre portefeuille.